Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, à- bienvenue à toutes et tous dans le quatrième et dernier webinaire endométriose et adénomyose. Et si j'ai un désir d'enfant? C'est un webinaire destiné aux patientes. Avant de vous présenter un peu plus en détail le concept de ce webinaire, je souhaite adresser au nom de tous les participants quelques remerciements aux différents acteurs qui ont eu un rôle clé et déterminant pour le succès de cet événement. Alors, tout d'abord, les laboratoires Merck, en particulier Charlotte et Lise, pour tout le support logistique et organisationnel, mais aussi pour leur rôle moteur dans la création de ces webinaires destinés aux patients. Puis un grand remerciement pour Endo-France, qui depuis de nombreuses années accompagne avec grande énergie les femmes de leur combat contre l'endométriose, avec rigueur et énergie. Je remercie également tous les intervenants qui sont très investis dans l'accompagnement des patientes avec endométriose. Ils sont tous très occupés et ils ont pu se libérer pour ce moment d'échange. Donc, un grand merci à vous tous. Et je remercie les participants. Alors, vous toutes, vous tous, vous avez répondu présent en un grand nombre avec environ probablement plus de 200 inscrits et cela permettra de mieux alimenter la discussion dans le but peut-être d'améliorer la prise en charge de cette pathologie. Alors, le concept de ce webinaire, c'est de créer un moment privilégié d'échange entre les professionnels de santé et les patientes. Et on a conçu ce moment d'échange autour de 4 webinaires dédiés à l'endométriose. Un premier webinaire avait eu lieu en novembre 2022 autour du diagnostic de l'endométriose. Un deuxième en mars 2023 autour de la douleur avec un titre qui était « Et si la douleur s'installe, je fais quoi ?» Et puis un troisième webinaire en juin euh, autour de l'endométriose comme une pathologie chronique qui va de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Et alors, tous ces webinaires restent accessibles en replay sur le site d'Endo-France et le site des laboratoires Merck. Ce quatrième et dernier webinaire sera centré vraiment autour du désir d'enfant qui certes n'est pas systématique, mais qui peut prendre une grande importance de la vie des femmes et rajouter des difficultés aux celles dont on a déjà parlé dans les webinaires précédents. Avant de démarrer ce webinaire, et si j'ai un désir d'enfant, je vais vous présenter les différents orateurs qui sont présents ici dans le webinaire, les uns après les autres, dans un ordre qui reste toujours parfaitement euh, euh, aléatoire. Alors moi-même, gynécologue obstétricien, responsable du centre d'AMP de Conchat à Paris, le docteur Isabella Chanavaz-Lachéré, qui est gynécologue obstétricienne et qui exerce sa profession au sein de l'Institut de l'endométriose à Bordeaux. Puis le docteur Mathilde Bourdon, également gynécologue obstétricienne et maître de conférence à l'Université Paris-Cité, qui travaille à Paris. Et puis, Madame Yasmine Kondo, la présidente d'Endo-France, avec laquelle j'ai eu l'immense plaisir de partager les 3 webinaires précédents. Et je laisse la parole à Yasmine pour lancer ce quatrième et dernier webinaire. Merci beaucoup, Yasmine. Merci Pietro, merci Isabella, Mathilde pour votre présence ce soir. Alors tout d'abord, quelques petites informations pratiques. Vous allez certainement avoir beaucoup de questions en écoutant nos intervenantes, nos intervenants. N'hésitez surtout pas à les poser et pour ce faire, vous pouvez y accéder en utilisant le petit espace Q et R pour questions et réponses avec les 2 petites bulles. Vous pouvez poser des questions. Julia, qui est bénévole en France, est là ce soir pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, comme il y en aura certainement de très nombreuses, on ne pourra pas toutes les poser à l'oral, mais en tout cas, Julia est derrière l'écran et pourra vous répondre. Voilà. Mais nous allons sans plus tarder aller droit au but, entrer dans le vif du sujet.
et parler donc du désir d'enfant malgré l'endométriose et l'adénomiose. Alors, comme le dit souvent notre marraine Laetitia Milo, toutes les femmes qui ont de l'endométriose n'ont pas un désir d'enfant, bien évidemment, mais pourtant, pour celles qui le souhaitent, ce sont deux pathologies qui peuvent compliquer un petit peu le tableau. Aujourd'hui, on sait que 40% des cas d'infertilité ont pour cause l'endométriose. Donc, je vais demander au docteur Isabella Chanavaz-Lacheret de nous expliquer en quoi les mécanismes de l'endométriose pourraient conduire, ou quels sont les mécanismes de l'endométriose qui pourraient conduire à l'infertilité. Isabella. Bonsoir à tous. Merci également, je vais faire les mêmes remerciements au laboratoire Merck d'avoir organisé tout ça et à Pietro et Yasmine de l'avoir coordonné. Donc, moi, pour pouvoir vous expliquer par quel mécanisme l'endométriose pourrait rendre infertile, eh bien, il faut commencer par faire un peu de rappel de comment fonctionne cette maladie. Et je vais vous expliquer un peu comment moi je l'explique en consultation. Donc, comme le disait Pietro tout à l'heure, je travaille à un Centre européen multidisciplinaire d'endométriose à Bordeaux et je travaille sur l'endométriose depuis très longtemps. Donc, comment ça marche l'endométriose? D'abord, des petits rappels anatomiques. Ici, vous avez l'utérus, les trompes, les ovaires, le col de l'utérus, le vagin. L'utérus est constitué de deux parties, le myomètre qui est un muscle et c'est tapissé à l'intérieur par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Les ovaires sont des banques à ovules. Chaque femme a un stock d'ovules et ce stock d'ovules, elle l'a constitué quand elle était elle-même un embryon dans le ventre de sa mère. Donc, ça fait très longtemps qu'une femme adulte a son stock d'ovules et ce stock d'ovules, il n'est pas renouvelable. Ce sont des milliers d'ovules et tous ces ovules, ils sont en hibernation. Ils dorment et tous les mois, à partir du moment où une femme est pubère, à J1, premier jour des règles, il y a plusieurs ovules qui se réveillent de leur hibernation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ovuler ce mois-là. Et tous ces ovules, entre J1 et J14, vont grossir et mûrir. Alors, ils sont dans des poches qu'on appelle des follicules, et ce sont les follicules qui grossissent et qui mûrissent. Mais ils vont se faire concurrence, et il y en a un seul qui va gagner et qui va ovuler. Les autres, ils vont mourir. Celui qui gagne, en même temps qu'il se prépare à ovuler, il fabrique une hormone qui s'appelle l'estradiol. Cette hormone fait pousser l'endomètre. Donc, et l'endomètre pousse dans la cavité utérine et devient tellement épais que les deux parois se touchent. C'est vraiment un matelas qui se met en place. Pourquoi? Pour accueillir un embryon. À J14, l'ovule est pondu, il est rattrapé par la trompe et il commence un voyage en direction de l'utérus. Et c'est pendant ce voyage que potentiellement, il peut être amené à rencontrer des spermatozoïdes qui, eux, sont déposés dans le vagin, qui bougent, qui remontent. Il y en a qui vont partir par là, d'autres qui vont partir par là. La rencontre ovule-spermatozoïde, elle se fait au bout de la trompe, ça s'appelle la fécondation. Donc voilà, l'ovule, l'ovaire qui pond son ovule. Donc l'ovule avance, va rencontrer les spermatozoïdes qui sont arrivés par en bas. C'est la fécondation. Ensuite, l'œuf fécondé devient un embryon et met plusieurs jours, 2-3 jours, il continue à se développer jusqu'à ce qu'il arrive dans l'utérus. Et à ce moment-là, il ne va pas tomber, non, il va s'accrocher dans l'endomètre, dans le matelas qui s'est mis en place pour l'accueillir. Et la grossesse, elle peut se développer pendant 9 mois. Mais les tout premiers jours de la grossesse se passent dans la trompe. Donc ça, ce sont les mécanismes normaux de la fertilité. Et s'il y a une seule étape qui manque, il n'y a pas de grossesse. Et donc, en fait, l'endométriose et la stérilité, ce ne sont pas des synonymes. Et ça, c'est très important parce que quand on dit endométriose, les gens entendent stérilité. Eh bien non, la majorité des femmes qui ont de l'endométriose n'ont aucune difficulté pour être enceintes. En revanche, l'endométriose, c'est clairement un facteur de risque de stérilité. Mais il y en a d'autres facteurs de risque. Le tabac, c'est un facteur de risque. L'âge, c'est un facteur de risque. L'obésité, c'est un facteur de risque. Donc, il y en a d'autres des facteurs de risque. Et les mécanismes de l'infertilité dans l'endométriose, il y en a 5. Ils peuvent être isolés ou associés, c'est-à-dire qu'une femme peut en avoir un seul, ou deux, ou trois, ou tous. Et ça dépend de la gravité de la maladie. Et ces 5 facteurs, ce sont l'inflammation, l'obstruction, la douleur, je parlerai de l'anénomiose et l'altération de la réserve ovarienne. Je vais y revenir. Donc, vous l'avez bien compris, l'endomètre, tous les mois, s'épaissit pour accueillir un embryon, mais tous les mois, il fait ça pour rien parce qu'on n'est pas enceinte tous les mois. Et donc, un endomètre qui s'est préparé à accueillir un embryon, s'il n'y a pas d'embryon qui s'installe, il ne peut pas rester en place et il va être évacué. Et il va être évacué avec
les règles. Donc en fait, les règles, c'est de l'endomètre mélangé à du sang. Quand une femme a ses règles, l'essentiel des règles va sortir par le vagin, mais il y en a toujours un peu qui va faire le même trajet que les spermatozoïdes, qui va couler le long des trompes et qui va se déverser dans le bas-ventre. Et ça, c'est strictement normal. Ça s'appelle le reflux. Toutes les femmes, quand elles ont leurs règles, elles ont un peu de règles dans le bas-ventre. On change de schéma, on se tourne, on se met de profil. Et quand on se met de profil, les fesses sont là, le ventre est là, et on a deux profils, l'utérus, le col de l'utérus, une trompe et un ovaire. Le vagin est là. Devant, il y a la vessie et le trou pour faire pipi. Derrière, il y a le côlon, le rectum et l'anus pour aller à la selle. Et donc là, vous avez un schéma en période de règles. Bah, vous voyez, ça coule, ça sort par le vagin. Mais vous voyez un petit peu qu'il y en a qui sortent par la trompe et qui se déversent dans le bas-ventre. Et ça, je vous disais, c'est strictement normal. Dans les jours qui suivent la fin des règles, il y a un processus de ménage qui doit se faire dans le bas-ventre. En scientifique, on appelle ça épuration péritonéale. Mais ménage, ça marche bien aussi. Et donc, tout ce qui a été déposé dans le ventre doit être nettoyé. Et il doit rien rester. Eh bien, 9 femmes sur 10 font très bien ce ménage dans leur ventre. Et une femme sur 10 ne le fait pas ou pas bien. Et ça, on ne sait pas pourquoi. La conséquence, c'est que des cellules d'endomètre qui étaient tombées dans le ventre, ça, c'est normal. Ils restent et s'accrochent. Ça, c'est pas normal. Et ça endométriose, qui veut dire en fait endomètre, pas dans la cavité utérine. Ces petites greffes d'endomètre, un peu partout à droite à gauche, bah, elles vivent leur propre vie. Et donc, aux règles suivantes, quand ça saigne de l'intérieur de l'utérus, qui est normal, elles aussi, elles essayent d'avoir leur petite hémorragie. Et en fait, elles provoquent une micro-hémorragie locale à l'endroit où elles se trouvent, qui va enflammer et irriter les tissus sur lesquels elles sont accrochées. Et ça fait super mal au ventre pendant les règles. Parce que ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant les règles. Euh, à ce stade-là de la maladie, on appelle ça l'endométriose superficielle. Bah, sachez que l'endométriose superficielle, ça ne se voit à aucun examen. On peut faire autant d'écho et d'IRM qu'on veut, on ne le verra pas, c'est trop petit. Mais il y a des femmes qui s'aggravent, qui vont s'aggraver, et ça, on ne sait pas pourquoi. Certaines s'aggravent et d'autres ne s'aggravent pas. Et le mécanisme d'aggravation, c'est que de règle en règle, en règle, en règle, en règle, ça finit par constituer des espèces de boules qu'on appelle des nodules d'endométriose, qui vont se mettre à rentrer en profondeur dans les organes. Par exemple, vous voyez ici, ça rentre en profondeur dans la cloison qui est entre le vagin et le rectum. Et quand ça fait ça, ça s'appelle l'endométriose profonde, par opposition à la superficielle, qui, elle, se voit en écho, en IRM, en fonction de si le radiologue est compétent. Et donc, l'endométriose profonde, elle peut se développer à plein d'endroits différents. Elle peut se développer dans les trompes, elle peut se développer dans les ovaires, elle peut se développer dans l'intestin. Ça dépend, chaque femme a son endométriose. Et donc, on va passer, voici les localisations privilégiées de l'endométriose qui se comprennent assez bien quand on a compris le mécanisme de la maladie. Et vous voyez déjà comment ça peut abîmer, ça peut perturber les mécanismes de la fertilité que je vous ai expliqué un petit peu avant. Et puis là, vous avez le cas où on a une endométriose superficielle qu'on appelle aussi stade 1. Vous voyez là, l'endométriose est dessinée avec des petits points bleus. Ben, il y en a un petit peu à droite, à gauche. Là, vous voyez dans le cul-de-sac qui est derrière l'utérus, il y en a. Eh bien, sachez que cette femme-là, elle a très mal au ventre pendant ses règles. Elle a souvent aussi mal pendant les rapports sexuels au fond. Et pourtant, l'imagerie va être normale. Et puis, quand la maladie s'aggrave, elle peut devenir extrêmement grave. Et là, je vais vous montrer des images d'une endométriose très sévère qui atteint différents organes, qui a envahi tout l'arrière de l'utérus ici, qui part dans le tube digestif, qui a bien abîmé les trompes et les ovaires, qui est allé dans l'appendice. Et donc là, vous pouvez voir les dégâts anatomiques que provoque cette maladie. Et là, donc sur le schéma, les lésions d'endométriose sont dessinées en bleu et en vert, mais en vrai, tout est rose, tout est rouge, on ne reconnaît plus rien. Donc, je vous disais qu'il y avait 5 mécanismes, et le premier mécanisme, c'est le mécanisme inflammatoire, puisque l'endométriose est une maladie inflammatoire. Et cette simple inflammation, elle peut empêcher la fécondation, la rencontre de l'ovule et le spermatozoïde, même si les trompes ne sont pas bouchées, parce que même s'ils se retrouvent dans la trompe, ils n'ont peut-être pas forcément envie, le spermatozoïde et l'ovule, de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, des trompes perméables, ce n'est pas forcément des trompes saines qui permettent la fertilité. Alors, quand il y a ce mécanisme, on peut effectivement tenter la fécondation naturelle, mais il ne faut pas insister trop longtemps parce que si ça ne marche pas naturellement, c'est que ça ne va probablement pas marcher du tout. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme obstructif, c'est-à-dire les trompes bouchées. C'est-à-dire qu'à force, des lésions d'endométriose vont boucher les trompes. Et comment est-ce qu'on diagnostique des trompes bouchées? Eh bien, on peut le faire soit par un examen radiologique qui s'appelle l'hystérographie, qui se fait en cabinet de radiologie, où on va poser un spéculum et puis déposer une canule à l'entrée du col et injecter un liquide qui va remplir l'utérus et partir dans les trompes, c'est-à-dire faire le même trajet que les spermatozoïdes. Donc ça, c'est une manière de voir si les trompes sont bouchées. Il y a d'autres examens qui sont apparus plus récemment qu'on appelle l'hyphosie, qui
se font en échographie, mais comme tout le monde ne le fait pas, je ne l'ai pas abordé aujourd'hui. Et puis l'autre manière de voir que les trompes sont bouchées, c'est lors d'une chirurgie, on fait la même chose avec un produit bleu parce que nous, ça nous permet de le voir et ça nous permet de voir à quel moment les trompes sont abîmées, sont bouchées pour essayer de les déboucher. Donc, quand une femme a les trompes à cause de l'endométriose, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à être enceinte? Soit on se passe des trompes et on fait de la fécondation in vitro, soit on essaye de réparer les trompes et dans ce cas-là, c'est la chirurgie. Sauf que la chirurgie ne doit pas servir à seulement réparer les trompes parce que si on laisse en place de l'endométriose profonde, on sait que les résultats ne sont pas bons. Il faut donc enlever toutes les lésions d'endométriose quand on opère l'endométriose pour réparer les trompes. Et ensuite, si la réparation est satisfaisante, envisager de tenter la grossesse naturelle rapidement après, mais pas trop longtemps non plus, pour pas que les lésions récidivent. Troisième mécanisme, c'est le mécanisme douloureux. Et avoir mal, c'est très contraceptif en fait. Quand on a mal tout le temps, on a mal pendant les rapports, quand on est fatigué tellement on a mal, on n'a pas très envie de faire des câlins et d'avoir des rapports. Et alors que c'est un moment où on devrait avoir des rapports régulièrement pour obtenir une grossesse. Et cette douleur, elle retentit souvent sur le couple, sur sa sexualité, et ça fait culpabiliser, surtout quand le diagnostic il n'est pas connu. Quand une femme ne comprend pas tout ce dont elle souffre et qu'elle n'arrive pas à avoir de rapport parce qu'elle a mal, oui, elle ne peut pas tomber enceinte. La douleur, c'est très contraceptif. Et donc, la démarche active d'obtenir une grossesse, c'est-à-dire essayer plusieurs fois par semaine dans des rapports pour obtenir une grossesse, elle est souvent pas possible et elle n'est pas toujours avouée parce qu'on se sent pas très à l'aise de dire au médecin qu'on vient voir parce qu'on n'arrive pas à obtenir une grossesse qu'on n'a pas de rapport sexuel. Quatrième mécanisme, c'est l'adénomiose. Je vous expliquais tout à l'heure que tous les mois, l'endomètre poussait vers la cavité utérine. Dans un certain nombre de cas, et c'est naturel en vieillissant, l'endomètre a tendance à essayer de pousser dans les deux sens, ce qui n'est pas très malin parce que c'est pas fait pour de pousser dans ce coin-là, dans le myomètre. Et donc, comme il n'arrive pas à bien pousser, il va creuser des espèces de tranchées dans l'utérus, dans le muscle, et on se connecte l'endomètre ailleurs que dans la cavité. C'est la définition de l'endométriose. Mais vous voyez, ce n'est pas par le même mécanisme. Et on a pensé très longtemps que c'était une maladie. Alors, c'est vrai que quand ça arrive jeune, c'est pas normal et c'est pathologique. En revanche, on sait maintenant que c'est un processus naturel de vieillissement de l'utérus, un peu comme des rides, et qu'avoir de l'adénomiose passé 40 ans, en fait, c'est presque normal. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que quand il y a un truc pareil qui se développe, pardon, j'ai un problème avec ma souris, qui se développe dans ce coin, c'est-à-dire là où devrait s'implanter l'embryon, on comprend très bien que ça puisse gêner l'implantation de l'embryon, ou alors s'il arrive à s'accrocher, bien qu'il ne se tienne pas très bien et que ça puisse augmenter le risque de fausse couche. Dernier mécanisme qui est le plus redoutable et sur lequel je pense Mathilde Bourdon va revenir, c'est le mécanisme ovarien. En fait, les kystes d'endométriose qui se développent dans les ovaires, plus ils grossissent et plus ils détruisent de l'ovaire et donc le stock d'ovules. Donc, quand on voit ça, on se dit, oh là là, le kyste, il faut l'enlever. Surtout, et plus il est gros, plus il a des ovules, en fait. Le problème, c'est que la chirurgie des endométriomes, surtout si elle est faite par des non-experts de l'endométriose, va, en même temps qu'il enlève le kyste, arracher de l'ovaire sain dans lequel il y a des ovules. Et donc, en fait, parfois, la chirurgie est presque pire que la maladie en elle-même. Et donc, quand on parle de chirurgie de l'endométriose, il faut bien distinguer la chirurgie des ovaires du reste de la chirurgie de l'endométriose profonde. Donc, quand est-ce qu'on parle d'infertilité? C'est quand un couple essaye de faire un bébé depuis plus d'un an et que ça ne marche pas, c'est-à-dire 12 mois d'exposition au risque grossesse, sans grossesse, avec 3 rapports par semaine. En pratique, il y a 2 cas de figure. Soit la dame, elle savait déjà qu'elle avait de l'endométriose. Donc, une femme qui a de l'endométriose qui est connue, qui est sous pilule en continu pour ne pas avoir de règles, pour la soulager et éviter l'aggravation de la maladie, il faut qu'elle consulte très vite quand elle arrête la pilule pour essayer d'être enceinte. Il ne faut pas attendre un an. Très, très vite, il faut consulter pour vérifier s'il n'y a pas autre chose que l'endométriose qui puisse expliquer l'infertilité. Est-ce qu'elle ovule bien? Est-ce que les trompes sont perméables? Est-ce que son conjoint a un sperme normal? Parce que dans la fertilité, ça peut être autant une responsabilité masculine qu'une responsabilité féminine, ou les deux. Et puis, il ne faut pas attendre pour l'aider à obtenir une grossesse. Deuxième cas de figure, la dame, elle ne savait pas qu'elle avait de l'endométriose et idéalement, à sa première consultation d'infertilité, ça devrait être diagnostiqué grâce aux symptômes qu'elle va avoir. Et alors là, c'est là que c'est compliqué parce que pour les couples, d'une équipe à une autre, on ne va pas forcément proposer la même chose alors que pourtant, c'est le même couple. Et pourquoi il y a ça? D'une part, parce que se pose la question de la chirurgie. Est-ce qu'il y a besoin d'opérer cette endométriose pour permettre une grossesse?
Et là, vous verrez, on n'est pas tous d'accord, surtout si c'est une spécialité différente. Deuxième cas de figure, faut-il faire de la chirurgie en premier ou faire de l'assistance médicale à la procréation en premier? Et là non plus, on n'est pas tous d'accord, surtout si on est de spécialités différentes. D'où l'intérêt des centres experts multidisciplinaires qui associent à la fois des chirurgiens, des médecins de la reproduction, des médecins de la douleur, etc., etc. Le choix du type d'assistance médicale à la procréation, il va dépendre bien sûr de la gravité de la maladie endométriose. Et quand on découvre de l'endométriose, il faut complètement l'avoir exploré pour bien savoir comment elle est, cette maladie, mais aussi des causes associées. C'est évident que s'il y a un problème spermatique sévère qui justifie directement de la FIV, eh ben, ça va terriblement influencer le choix de la technique. Et il faut aussi mesurer que le traitement d'assistance médicale à la procréation, c'est de l'engrais sur la maladie endométriose, puisque par définition, le traitement de l'endométriose, c'est de mettre les ovaires au repos. Or, on fait exactement le contraire, on les stimule. Donc, l'idée, c'est d'être efficace le plus vite possible pour limiter le risque d'aggravation de la maladie et de la douleur ou le risque de récidive si on a traité et que ça recommence. Je vous remercie, j'ai terminé. Merci beaucoup, Isabella, pour cet exposé bien clair qui montre vraiment la complexité de cette pathologie qui peut interférer dans la fertilité des patientes à plusieurs niveaux et également pour avoir bien mis en évidence qu'il y a des traitements et qui peuvent éventuellement aider ces patientes à concevoir. Alors, il y a plein de questions qui commencent à arriver, mais on a décidé avec Yasmine d'enchaîner trois présentations, entre guillemets, qui sont intimement liées avant de répondre à toutes vos questions. Et alors, on va enchaîner avec une vidéo qui a été enregistrée par le docteur Jérémy Boujna. Et c'est une vidéo pratique dont l'exercice est répondre aux questions que posent fréquemment les femmes autour du désir de grossesse. Est-ce que je vais pouvoir concevoir spontanément ou pas? Quand est-ce qu'il faut arrêter le traitement hormonal antigonadotrope? Donc, écoutons le docteur Jérémy Boujna et ses réponses qui vont peut-être nous aider à mieux comprendre. Une des questions fréquemment posées par les patientes atteintes d'endométriose et désirant une grossesse est celle-ci. Lorsque je vais arrêter ma pilule, dans combien de temps vais-je devenir enceinte? Pour répondre à cette question, il faut essayer de répondre à deux sous-questions. Finalement, quelle est la fertilité d'une femme en âge de procréer? Et quelle est la fertilité spécifique d'une femme souffrant d'endométriose et est-ce qu'elle est vraiment différente de la population en général? La fertilité des femmes en âge de procréer est principalement dépendante de l'âge. Ce paramètre est le seul paramètre pertinent pour discuter et prédire réellement la survenue d'une grossesse. En effet, avant 30 ans, 90% des femmes vont concevoir dans les 12 mois qui suivront cet essai. Après 35 ans, 70% des femmes vont concevoir dans les 12 mois. Concernant les femmes atteintes d'endométriose, il est fréquemment rapporté une réduction de la fécondabilité, c'est-à-dire de la probabilité mensuelle d'obtenir une grossesse. Néanmoins, seuls 20 à 30% des femmes atteintes d'endométriose auront des difficultés de conception. Ainsi, il est raisonnable d'informer la patiente atteinte d'endométriose, quel que soit son type, quels que soient les antécédents chirurgicaux, que, en fonction de son âge, elle a entre 60 et 90% de probabilité d'être enceinte, selon que ses essais de grossesse débuteront avant 30 ans ou après 30 ans, voire 35 ans. La deuxième question, qui fait souvent suite à celle « dans combien de temps vais-je devenir enceinte ?» c'est « et finalement, au bout de combien de temps dois-je m'inquiéter si aucune grossesse ne survient ?» Donc le premier message consensuel, c'est toujours de rappeler que le risque d'infertilité des femmes atteintes d'endométriose, c'est autour de 20 à 30% et qu'il y a un impact négatif de l'âge de la femme sur les chances de grossesse ultérieures. Si une majeure partie des femmes vont concevoir dans les 12 mois qui suivent l'arrêt de leur pilule, en particulier avant 30 ans, il n'y a en revanche aucun modèle prédictif qui est actuellement disponible pour prédire individuellement les risques d'infertilité ultérieure et donc le délai au bout duquel la patiente doit s'inquiéter. Un certain nombre de facteurs péjoratifs sont connus,
comme par exemple les antécédents de chirurgie, en particulier lorsque cette chirurgie a été difficile et compliquée, l'existence d'une adénomiose associée ou l'existence d'autres facteurs de stérilité ou d'infertilité, comme des troubles de l'ovulation ou une notion de trompe altérée. En revanche, malgré la connaissance de certains facteurs péjoratifs, on ne peut pas donner de réponse certaine quant aux chances de grossesse spontanée et à partir de quand il conviendrait de s'inquiéter. De plus, il n'existe pas à ce jour de corrélation démontrée entre le type d'endométriose, celles qui ont des atteintes au niveau des intestins, des atteintes profondes, des atteintes superficielles ou des kystes d'endométriose sur les ovaires. Ainsi, il est tout à fait raisonnable de considérer un essai de conception naturelle dans les 6 à 12 premiers mois et que, avant 30 ans, il ne convient pas de s'inquiéter avant 9 à 12 mois et qu'après 30 ans et a fortiori surtout après 35 ans, au bout de 6 mois, il est légitime de s'interroger sur les autres facteurs de fertilité et du coup de recourir à une consultation auprès d'un spécialiste. Une des questions fréquemment posées par les patientes, c'est « et si j'arrête ma contraception, est-ce que je vais de nouveau avoir des douleurs d'endométriose ?» Il est difficile de faire une prédiction individuelle pour chaque patiente. Ce qu'on observe, c'est que pour les patientes qui ont dans leur passé eu une opération chirurgicale pour ablation complète des lésions d'endométriose, à l'arrêt de la pilule, seule une femme sur 5 vont avoir à nouveau des douleurs dans les 2 ans qui suivent l'arrêt de la contraception. Pour les patientes qui n'ont pas bénéficié d'une chirurgie dans leur passé, lorsqu'elles arrêtent la contraception, les premiers cycles sont rarement aussi douloureux qu'avant la mise sous pilule. La douleur, en général, elle revient au bout de 4 à 6 mois. Du coup, ces 6 premiers mois après l'arrêt de la contraception permettent souvent d'obtenir une grossesse, en particulier si la patiente a moins de 30 ans. Et c'est justement cette symptomatologie douloureuse qui devra guider la patiente dans son parcours et dans son projet de grossesse. En effet, en cas de symptomatologie douloureuse très importante, il sera tout à fait légitime de recourir à un centre référent d'endométriose afin de faire une évaluation complète de la fertilité, en incluant la réserve ovarienne, un bilan tubaire et les paramètres spermatiques. En cas de bon pronostic pour une fertilité spontanée et si la patiente est à moins de 30 ans, la gestion de la douleur par la prise en charge non médicamenteuse et par des antalgiques pourrait permettre des tentatives de grossesse à chaque mois. En revanche, si la symptomatologie est trop importante ou bien si le pronostic de fertilité est réservé, à ce moment-là, la mise à nouveau sous contraception et une orientation vers une assistance médicale à la procréation sera tout à fait légitime. Donc, on a pu écouter cet enregistrement du docteur Jérémy Boudin qui a essayé de vous donner un peu des points pratiques sur quelle est la marche à suivre pour les patientes qui souhaitent envisager une grossesse et quelles sont les chances d'être enceinte et puis quand est-ce qu'il faut arrêter le traitement. Mais il faut garder quand même à l'esprit que le désir de grossesse n'est pas systématique et qu'aujourd'hui, les jeunes femmes privilégient les études, la carrière professionnelle, la vie sociale et que, de facto, l'âge de la première grossesse augmente tous les ans. Alors, dans ce contexte, on discute parfois de la préservation de la fertilité quand on n'a pas un désir d'enfant de l'immédiat. Et le docteur Mathilde Bourdon va nous aider à mieux comprendre cette approche de préservation de la fertilité dans un contexte d'endométriose. Merci Mathilde. Alors, je suis à vous. Vous voyez mon écran, c'est bon? Donc, Oui, bonsoir. c'est parfait, Mathilde. Super. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le docteur Mathilde Bourdon. Je travaille dans l'unité de médecine de la reproduction du service de gynécologie de l'hôpital Cochin, dirigé par le professeur Chaperon et le professeur Santouli. Et donc, on va parler pendant ces 10 prochaines minutes de la préservation de la fertilité. Donc, dans ce
contexte d'endométriose. Donc, juste pour vous rappeler ce que vous savez probablement déjà, mais c'est important de savoir que c'est une pathologie qui est très hétérogène et hétérogène à la fois sur le plan anatomique, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs types de lésions d'endométriose qu'on peut retrouver, notamment des lésions superficielles sur le péritoine, donc la petite ovaire, des kystes ovariens. On peut aussi retrouver des lésions d'endométriose profonde et puis des lésions dans le myomètre, donc l'adénomyose. Et les patientes peuvent présenter donc différents types de lésions d'endométriose, mais également différents symptômes, puisqu'il y a des patientes qui vont être asymptomatiques, d'autres qui vont présenter des douleurs et ou une infertilité. Donc l'infertilité, ça va concerner à peu près un tiers des femmes atteintes d'endométriose. Et les mécanismes ont déjà été décrits précédemment, mais un des mécanismes importants est notamment l'inflammation. L'inflammation, c'est le fait donc d'avoir cette inflammation. On sait que ça peut altérer en fait la fécondation entre l'ovocyte, l'œuf et le spermatozoïde qui a lieu normalement dans la partie distale de la trompe, et ça c'est un mécanisme important dans l'infertilité de l'endométriose. Par ailleurs, cette inflammation, elle peut aussi être responsable de modifications anatomiques au niveau pelvien, notamment de pathologies tubaires, etc. Et puis, comme Isabella vous l'a déjà dit, on peut aussi avoir des atteintes ovariennes qui peuvent potentiellement impacter la qualité ou la quantité des ovocytes, mais surtout la chirurgie des ovaires qui peut impacter cette réserve ovarienne, puisqu'il avait été montré dans différents travaux que quand on opère, quand on fait des kystectomies de lésions de kystes ovariens, eh bien, on est à risque d'altérer donc cette réserve ovarienne, la réserve ovarienne étant un stock d'ovocytes, d'œufs qu'on a au niveau des ovaires, qu'on peut évaluer grâce à une hormone qui s'appelle l'AMH, et on voit que quand on opère l'endométriose, eh bien, on observe une diminution de la valeur de cette hormone antimüllérienne qui reflète cette réserve ovarienne. Donc, que ce soit l'infertilité due à l'endométriose en soi ou à la chirurgie de l'endométriose, eh bien, on peut observer donc une infertilité pour ces patientes, et ça va justifier le fait que la préservation de la fertilité peut se discuter. Donc, comment faire la préservation de la fertilité dans l'endométriose? Alors, il existe plusieurs techniques. Pour l'endométriose, on va focaliser sur la technique de la vitrification ovocytaire. Donc, ça consiste en réaliser en fait une stimulation ovarienne qui va durer une dizaine, quinzaine de jours. Les patientes vont faire des injections quotidiennes ayant pour objectif d'avoir un développement multifolliculaire au niveau des ovaires. Normalement, tous les mois, un seul follicule atteint une taille mature, et grâce au traitement, on va booster les ovaires pour avoir un développement multifolliculaire. Et à l'issue de cette stimulation, on va réaliser une ponction d'ovocytes. Donc, c'est une échographie qu'on réalise dans le vagin, et le long de cette sonde d'échographie, on va aller piquer dans chacun des follicules qui ont grandi et aller récupérer l'ovocyte. C'est ces ovocytes-là qu'on va conserver. Donc, c'est très important ces ovocytes, puisqu'on sait que plus on obtient d'ovocytes, plus on a de chances d'obtenir une grossesse quand on les utilise. Ça a été montré dans différents travaux. Et nous avons pu montrer aussi dans notre centre que quand on fait une stimulation ovarienne, eh bien, on peut conserver une dizaine, quinzaine d'ovocytes en faisant entre 1 et 2 stimulations par patiente. Et donc, on peut cumuler ces stimulations ovariennes pour essayer d'augmenter le nombre d'ovocytes. Par ailleurs, on avait montré également que les patientes qui n'avaient jamais eu de chirurgie ovarienne avaient un nombre d'ovocytes obtenus après ces stimulations qui était supérieur aux patientes qui avaient déjà reçu une chirurgie ovarienne. Alors, donc, quelles sont les chances de naissance pour ces patientes qui réalisent cette préservation de la fertilité? En fait, il y a très peu de données actuellement dans le monde. Les données disponibles viennent principalement d'une équipe qui est espagnole et qui on a étudié à peu près 500 patientes qui avaient réalisé cette préservation de la fertilité. Et ce qu'on peut voir avec ces données, c'est que si on conserve entre 10 et 15 ovocytes, eh bien, on observait que les patientes avaient entre 40 et 60% de chances de naissance en utilisant ces ovocytes. Par ailleurs, on pouvait voir que les chances de naissance variaient avec l'âge. Plus on avance en âge, plus les chances d'ovocytes étaient inférieures. Et donc, il y avait un cut-off d'âge qui était fixé à 35 ans.
la même équipe a publié une deuxième publication et on voyait que chez les patients de moins de 35 ans, le taux de naissance était de l'ordre de 62%, alors que chez les plus de 35 ans, le taux de naissance était de 28%. Et cette équipe montrait également que quand on n'avait pas eu de chirurgie avant la préservation de la fertilité, on avait des chances de naissance qui étaient supérieures aux patients qui avaient déjà été opérés, notamment pour les patientes de moins de 35 ans. Voilà, donc quels sont les risques après de cette préservation de la fertilité? Eh bien, c'est les mêmes risques pour une stimulation et une ponction d'ovocytes dans le cas des patientes infertiles qui ont besoin d'un traitement en fécondation in vitro. On peut retrouver quand même une augmentation du risque éventuellement d'infection, mais on peut voir que ce risque d'infection, il reste globalement faible chez les patientes qui ont une endométriose, puisqu'il est pour le tout venant de 0,3% et chez les patientes qui ont une endométriose de 0,5%, donc c'est un risque relativement faible. On va couvrir le geste par des antibiotiques. Et une autre inquiétude est souvent la douleur, puisque les patientes qui ont de l'endométriose sont souvent douloureuses. Est-ce que la stimulation va aggraver la douleur? Et on avait pu montrer dans un travail qu'on avait réalisé avec le professeur Santouli que les patientes qui avaient une endométriose par rapport aux patientes sans endométriose avaient une évolution de la douleur qui était comparable donc dans ces deux groupes, et donc il n'y avait pas de majoration de la douleur, notamment chez les patientes endométrioses. Donc c'était rassurant. Voilà, enfin, la dernière partie pour qui réaliser cette préservation de la fertilité. Donc, c'est toujours difficile de répondre à cette question, puisque, comme vous avez pu le voir, il existe peu de données, notamment sur les chances de naissance après utilisation d'ovocytes chez les femmes qui ont une endométriose. On peut regarder un peu les données actuelles de la littérature, notamment une revue réalisée par un expert sur l'endométriose en Italie qui essaie de réfléchir aux meilleures situations pour réaliser cette préservation de la fertilité dans l'endométriose. Finalement, concluait que toutes les situations, en tout cas tous les types d'atteintes d'endométriose pouvaient justifier une préservation de la fertilité, mais peut-être que c'était plus intéressant de le réaliser, notamment en cas d'atteinte ovarienne bilatérale ou en cas d'antécédent de chirurgie ou en cas de chirurgie ovarienne à réaliser. Les recommandations internationales, notamment européennes, nous guident peu, en tout cas vont recommander éventuellement de discuter cette préservation de la fertilité en cas d'atteinte ovarienne importante, bien que le bénéfice réel reste incertain à ce jour, et recommandent quand même de discuter des options de préservation de la fertilité chez les adolescentes qui présentent de l'endométriose. Enfin, les recommandations françaises, on va en discuter, mais elles sont basées sur des questionnaires envoyés à des gynécologues en France, donc pas forcément de fort niveau de preuves scientifiques, mais on va plutôt le proposer donc dans ces recommandations chez les patientes qui ont des atteintes ovariennes bilatérales de plus de 3 cm, des patientes qui ont des récidives après une chirurgie ou à réaliser avant une chirurgie ovarienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la contexte d'endométriose? Eh bien que oui, ça peut être proposé puisque l'endométriose augmente le risque d'infertilité, et on a vu aussi que la chirurgie des lésions ovariennes peut diminuer la réserve ovarienne et potentiellement altérer également la fertilité. La technique qu'on va proposer, donc c'est cette technique avec une stimulation ovarienne et une vitrification, donc une congélation des ovocytes. Donc c'est la technique la meilleure option pour l'endométriose. On va éventuellement proposer cette chirurgie tant que possible avant d'opérer les ovaires, s'il y a une indication opératoire. Et si on doit la faire, eh bien, il faut le faire le plus tôt possible, notamment avant 35 ans, pour essayer d'optimiser le nombre d'ovocytes et donc les chances de naissance en utilisant ces ovocytes. Donc, on va peut-être plutôt le proposer chez les patientes qui ont des atteintes ovariennes bilatéraux ou en cas de récidive, mais toutes les situations pourraient potentiellement être une indication de préservation de la fertilité. Voilà, et puis l'objectif, c'est d'avoir le plus d'ovocytes conservés possible. On dit en général entre 10 et 15 ovocytes pour essayer de se laisser quand même suffisamment de chances d'obtenir une naissance en les utilisant. Mais quand même, le message important, c'est qu'il y a aussi 2 tiers des patientes qui ne vont pas avoir d'infertilité et qui n'auront probablement pas besoin de ces ovocytes conservés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Merci. Mathilde. Pardon, Pietro, je t'en prie.
Non, mais vas-y, je voulais juste remercier Mathilde. Ouais, merci également, c'était très clair et je suis sûre que ça a répondu à pas mal de questions qu'on a vu passer dans le chat. Il y en a quand même quelques-unes qu'on va prendre à l'oral, notamment une qui est sur le risque, enfin sur la probabilité, la corrélation plutôt entre interruption de grossesse, fausse couche et l'endométriose. Est-ce que déjà quelqu'un a des éléments de réponse? Enfin, est-ce qu'on sait aujourd'hui si l'endométriose ou l'adénomiose sont responsables de fausses couches? Qui, vous- qui répond? Yasmine? Moi, je veux Ah, bien. ouais, Isabella? Isabella. Vas-y, D'accord. Isabella. Alors, il faut savoir que toutes les études sur les fausses couches et sur l'adénomiose sont des études qui sont faites sur des patients suivis en FIV. Les équipes de FIV dans le monde entier remplissent énormément de registres avec des données très précises, avec l'âge, le poids, la fertilité, la durée, les traitements, etc. Et donc, de savoir si quelqu'un a une femme a de l'adénomiose, ça, dans les registres de FIV, c'est connu. Donc, tous les résultats en FIV, chez des couples infertiles, donc, montrent qu'il y a moins d'implantation et plus de fausses couches quand il y a de l'adénomiose. En revanche, on n'a aucune étude en fertilité naturelle. Or, je vous le disais, comme on le disait tout à l'heure, la majorité des femmes qui ont de l'endométriose n'auront pas de soucis pour être enceintes. D'ailleurs, elles ne sauront très souvent pas qu'elles ont de l'endométriose. Donc, cette notion fait qu'on est incapable de répondre à cette question. Oui, quand on est infertile et qu'on est en parcours de FIV, il y a plus de risques d'échecs et de fausses couches. En revanche, quand on n'est pas infertile et qu'on a de l'endométriose et qu'on ne le sait pas, ben, on n'en sait rien en fait. Très bien. Alors, une autre question sur peut-on dire que je suis stérile s'il ne me reste qu'un ovaire alors qu'on m'a retiré les deux trompes? Qui veut répondre à ça? Pietro Moi, je Je peux ou essayer Mathilde? de Mathilde, vous répondre. vouliez? Mathilde, il peut Ouais. s'insérer aussi dans la préservation de la fertilité, un petit peu, Mathilde. Non, en tout cas, je pense que c'est important de faire attention avec le terme stérilité, parce que c'est quelque chose de définitif, la stérilité. Donc, non, même si on n'a plus de trompe, on n'est pas stérile. Ça, on peut probablement quand même concevoir. Mais effectivement, le fait de ne plus avoir de trompe, on ne pourra pas concevoir spontanément, en tout cas naturellement, puisque l'ovocyte et le spermatozoïde ne pourront pas se rencontrer. On aura besoin de faire appel à la fécondation in vitro dans ces situations-là. Et ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir les deux ovaires pour faire une fécondation in vitro. S'il y a un ovaire et qui fonctionne, on peut avoir recours à cette fécondation in vitro. Très bien. Merci. Est-ce que la préservation ovarienne est recommandée lorsque l'on est atteinte d'adénomiose et qu'on a plus de 35 ans? Alors, dans votre exposé, vous avez dit justement, si possible, de faire cette préservation avant 35 ans. Quelles sont les chances après? Alors, si je peux me permettre, il faut faire attention dans la préservation de la fertilité aussi, de distinguer effectivement l'endométriose et l'adénomiose. C'est vrai que on sait que l'endométriose a un impact peut-être plus, enfin, a un impact sur les ovaires et notamment la chirurgie de l'endométriose. C'est vrai que l'adénomiose n'a pas cet impact là, et l'infertilité dans l'adénomiose va potentiellement être un peu différent en termes de mécanisme, puisqu'il va plutôt passer par des problèmes aussi implantatoires, etc. Donc le fait de conserver des ovocytes chez les femmes qui ont de l'adénomiose, c'est possible. Après, est-ce que ça augmentera les chances quand on essaiera d'avoir une grossesse, bah, passer 35-38 ans, jeune, mais ça c'est comme pour toutes les patientes, toutes les femmes en général, endométriose, adénomiose ou sans pathologie associée. Je sais pas si... Mhm. Alors, Yasmine, j'ai vu passer quelques questions Oui, je autour t'en prie. aussi de l'âge pour réaliser la préservation, la fertilité, Mathilde. Est-ce que tu crois enfin, jusqu'à quel âge euh,
peut-on raisonnablement proposer une préservation de la fertilité dans un contexte d'endométriose? C'est vrai que il y a cette notion d'âge, puisque en fait, on sait que avec plus l'âge avance chez la femme, plus la qualité des ovocytes, en plus de la quantité, va diminuer. En fait, on se fixe des limites d'âge, en général, idéalement en dessous de 37-38 ans, parce qu'on sait qu'au-delà, probablement, ça va être difficile de stimuler les ovaires pour essayer de récupérer un nombre suffisant d'ovocytes pour permettre des chances suffisantes de grossesse, puisqu'on sait que le nombre d'ovocytes qu'on va récupérer en l'âge avançant va être inférieur et la qualité de ces ovocytes aussi. Donc, si on veut une génération avant 35 ans. Et alors, j'ai vu une question, mais je pense que ça mérite, hein, encore une fois, l'endométriose ne rime pas avec infertilité. Et je pense que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire quelle femme aura des soucis de fertilité à cause de son endométriose. Vous me le confirmez, Isabella? Ouais, Exactement. ok. Parfait. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de retard. On va peut-être enchaîner. Alors, Et après, Yasmine, j'avais vu aussi oui, passer une question de Aude sur le lien entre endométriose et ovaire polykystique. Euh, et, la question qui était posée, est-ce que l'endométriose favorise le syndrome des ovaires polykystiques? Je crois que c'est vraiment deux pathologies séparées, mais les deux sont fréquentes, donc là, on peut les retrouver associées tout à fait par hasard, mais plus qu'un facteur favorisant, on avait réfléchi à un moment si les femmes qui avaient euh, un syndrome des ovaires polykystiques ou une endométriose avait moins justement d'associations parce que l'endométriose, comme Isabella vous l'a dit au début, est en rapport quand même avec les règles. Et il y a des femmes qui ont des syndromes des ovaires micropolykystiques qui ont moins de règles, qui parfois n'ont pas de règles du tout pendant des longues périodes. Et donc intellectuellement, on se demandait si ce n'était pas un facteur protecteur. Et en fait, non, ça ne l'est pas. C'est deux pathologies complètement différentes, fréquentes, qui parfois sont associées. c'est vrai qu'on en connaît beaucoup. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur les ovaires polykystiques, je vous recommande l'association ASSO SOPK qui pourra répondre à toutes vos questions. J'ai vu passer une question d'un monsieur, alors j'ai envie d'y répondre parce que c'est très important. L'endométriose, c'est une maladie qui se vit à deux, c'est une maladie de couple. Ce monsieur disait que il aimerait pouvoir aborder le sujet avec elle, appréhender les éventuelles complications pour mieux soutenir sa compagne. D'abord, merci pour elle, merci pour cette démarche. Nous avons aussi, au sein de l'association, j'ai parlé de notre marraine tout à l'heure, nous avons un parrain qui est Thomas Ramos, qui est le numéro 15 de l'équipe de France de rugby. Et Thomas, lui, il est là justement pour soutenir sa femme et pour porter la voix des conjoints. Il a fait plein de petites vidéos, plein de très belles interviews qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube Endo-France. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. Et je crois que le fait que vous soyez là ce soir, c'est déjà la première des choses que vous pouvez faire, vous informer, essayer de comprendre la pathologie et ses enjeux pour pouvoir justement être à ses côtés. Et c'est déjà vraiment une chose très importante que votre démarche de ce soir et je vous en félicite, monsieur. Merci beaucoup. Alors, il y a encore des questions. Après, il y a une question qui est arrivée de Camille sur endométriose et qualité ovocytaire. Est-ce que l'endométriose altère la qualité ovocytaire? Qui est une question pratique intéressante parce que c'est vrai que si la qualité ovocytaire est moins bonne dans un contexte d'endométriose, bah, même la préservation de la fertilité qui était évoquée par Mathilde tout à l'heure ne serait peut-être pas une option idéale ou il faudrait la faire peut-être différemment dans un contexte d'endométriose. Qu'est-ce que vous en pensez? Mathilde, Isabella? Je veux bien y aller.
Alors, on a des études discordantes sur la qualité ovocytaire. Il y a eu beaucoup d'études à une période qui démontraient que quand on avait de l'endométriose et surtout de l'endométriose dans les ovaires, ça agressait les autres, le reste de l'ovaire, ça l'enflammait et que donc la qualité était moins bonne. Et puis, on a des études tout aussi bien faites qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Donc, c'est du cas par cas, en fait. Il y a des cas où l'endométriose on va retrouver des patientes avec des moins bonnes qualités ovocytaires et d'autres cas où ça ne joue pas. Donc, il n'y a pas de réponse unique à cette question, en fait. Après, les données aujourd'hui qu'on a, notamment issues de la fécondation in vitro, montrent que les femmes qui ont de l'endométriose et qui sont infertiles ont des chances de naissance en fécondation in vitro identiques à des femmes qui n'ont pas d'endométriose et qui ont une pathologie masculine ou tubaire. Donc, c'est plutôt rassurant par rapport à cette qualité ovocytaire. Et même les données de réutilisation de espagnols que tu as eu tout à l'heure montraient des chances de naissance globalement satisfaisantes comparées aux femmes qui avaient fait des congélations d'ovocytes dites non médicales. Exactement. Alors, je regarde les questions, si tu en vois d'autres. Plutôt rassurant, mais ça reste encore un sujet de recherche. Quelques Est-ce que c'est une bonne données. chose? Pardon, C'est pas- vas-y. Non, je voulais dire, est-ce que c'est une bonne chose de congeler ses ovocytes avant 30 ans si l'on ne désire pas d'avoir un enfant tout de suite? Après, je pense que la décision de faire une préservation de la fertilité, elle reste quand même relativement personnelle. Après, est-ce que c'est une bonne chose de le faire avant 30 ans? C'est vrai que 30 ans, c'est relativement tôt. Peut-être après, c'est possible. Je pense que c'est pas forcément utile non plus de le faire. Enfin, voilà. L'idée, c'est pas non plus de le faire le plus tôt possible. Effectivement, j'ai pas donné d'âge inférieur, mais on va dire que c'est en général pas avant 27, 28 ans au plus tôt, je pense, parce que c'est important aussi de voir où on est. Alors après, bien sûr, ça s'adapte au cas par cas et à chaque situation, hein. Voilà. En tout cas, je ne vais pas recommander pour toutes les femmes endométriosiques de faire une préservation avant 30 ans, forcément. Peut-être quelques points clés liés à la loi bioéthique. Peut-être, Isabella, si tu peux rappeler ça, justement, enfin, je ne sais pas si c'est dans la loi bioéthique, mais dans le cadre de l'endométriose, on va s'intéresser à la préservation de la fertilité quand on a des endométriomes. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que les autres lésions peuvent être des facteurs clés pour déclencher une préservation ovocytaire? Alors en fait, comme vous l'expliquez, Mathilde, il y a eu différentes études à la fois françaises, européennes, des équipes à la pointe dans le monde comme les équipes italiennes qui se sont posé la question. Et en fait, comme on ne sait pas si une femme qui a de l'endométriose va être infertile, on a essayé de repérer les cas où rétrospectivement on s'était rendu compte qu'elles étaient devenues infertiles. Et les cas où c'est clairement démontré, c'est quand elles avaient une atteinte ovarienne, qu'on les a opérées une fois, deux fois, trois fois. Et là, celle-là, elle devenait stérile parce que on avait saccagé leur stock d'ovules et ce stock, il ne se reconstitue pas. Donc, l'idée de la préservation de la fertilité, et ça, c'est un mot qui est un peu perturbant parce que on a l'impression, quand on entend ce mot-là, qu'on préserve sa fertilité. Non, on préserve ses ovules. Et que donc, la fertilité, c'est pas que les ovules, c'est aussi l'utérus, c'est aussi le sperme, c'est aussi, voilà. Et que là où c'est sûr que c'est intéressant, c'est quand il y a une atteinte ovarienne, mais quand il y a une atteinte profonde avec d'autres lésions, on n'a aucune certitude que cette patiente va être infertile et que le problème est ovarien. Et donc, la préservation de fertilité, elle ne résout, entre guillemets, que le problème ovarien et elle permet de faire une FIV. Donc ça, là, on est sûr et c'est pour ça que la plupart des équipes vont s'orienter vers ces recommandations-là. Néanmoins, c'est du cas par cas. Il y a des cas où même quand il n'y a pas d'atteinte ovarienne, mais que par exemple, il y a eu une infertilité auparavant, s'il y a une atteinte profonde, la préservation peut se discuter. Mais c'est quand même surtout effectivement les ovaires. Ok, très bien.
Après, les atteintes profondes importantes peuvent parfois aussi entraîner du coup d'autres complications comme des adhérences et des atteintes tubaires et du coup une infertilité. Et c'est vrai que pour ces patientes qui ont des endométrioses profondes importantes, ça peut être aussi intéressant de réaliser cette préservation en se disant que plus tard, elles auront probablement de fortes chances d'avoir recours à la fécondation in vitro. Mhm. En fait, si pour essayer de délivrer des messages les plus simples possibles pour les patients des couples éventuellement qui nous, 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 nous suivent, je crois qu'il y a des indications pour lesquelles la préservation de la fertilité, même si c'est effectivement une congélation d'ovocytes et donc c'est vraiment une préservation de gamètes, et on ne peut pas être sûr qu'on va préserver la fertilité des patientes. Néanmoins, c'est une aide supplémentaire. Il y a des cas pour lesquels c'est vraiment une option qui pourrait être intéressante, et ça, c'est le cas des kystes ovariens, surtout quand il y a une indication opératoire, parce qu'on sait qu'il va y avoir un gros une grosse altération de la fonction ovarienne qui va être faite. Et après, il y a d'autres cas qui se discutent au cas par cas en fonction du contexte, parce que c'est vrai que si on accepte qu'il y a un petit risque accru d'infertilité chez ces femmes qui ont une endométriose, la préservation pourrait avoir un intérêt. Mais ça dépend du contexte, du type de lésion, du type de réserve ovarienne, de l'âge des patientes, et puis aussi de leur projet. Est-ce qu'il y a un désir d'avoir d'enfants qui est à court terme ou à très long terme? Tout ça joue un rôle de la décision que les professionnels de santé doivent accompagner les patients.